Au nom de Monsieur Reiner, renoncez-vous à la lecture de la plainte, à la vie des droits, y compris les droits des forces armées et des anciens combattants, et plaidez-vous non coupable, en niant toutes les allégations spéciales, les circonstances aggravantes et les antécédents. Oui, monsieur. Un plaidoyer de non-culpabilité est enregistré au nom de Monsieur Reiner. Nick Reiner est vu au tribunal à la caméra pour la première fois depuis son arrestation, alors qu'il plaide non coupable du meurtre de ses parents, apparaissant émacié, la tête rasée, en uniforme de prison. Mais ce qui est encore plus choquant que son apparence, c'est l'affaire elle-même, puisque Reiner risque la peine de mort si les procureurs décident de demander la peine capitale. Et la journée d'aujourd'hui nous a-t-elle donné un indice sur la direction que pourrait prendre sa défense? J'accueille l'avocat de Johnny Depp, Ben Chew, pour parler de cette affaire très médiatisée où Hollywood rencontre la salle d'audience. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Aujourd'hui a été une journée importante dans la saga judiciaire en cours de Nick Reiner. On attendait cette mise en accusation depuis longtemps. Lundi, Nick Reiner, accusé de double meurtre, est enfin apparu devant le tribunal du comté de Los Angeles pour être officiellement inculpé. Cela a déjà été reporté pour des accusations de meurtre au premier degré avec circonstances spéciales dans l'assassinat de ses parents. Le célèbre réalisateur Rob Reiner et sa femme Michelle le 14 décembre. Ce n'est pas la première fois que Reiner comparaît devant le tribunal depuis son arrestation. Des croquis d'audience ont été publiés lors de sa comparution en décembre et de sa mise en accusation en janvier. Mais les caméras n'ont pas été autorisées à le montrer, a montré Reiner au tribunal jusqu'à aujourd'hui pour sa mise en accusation officielle. Ce qui marque à nouveau un tournant majeur dans cette affaire horrible. Rappelez-vous, il fait face à 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Et ces accusations de meurtre incluent des circonstances spéciales, à savoir des allégations de meurtre multiples et le fait qu'il ait personnellement utilisé une arme mortelle, un couteau. Si les procureurs choisissent la peine capitale, ces circonstances spéciales sont cruciales et pourraient la justifier. S'il est reconnu coupable de ces accusations, cela pourrait entraîner une possible condamnation à mort. Maintenant, pour être clair, à l'heure actuelle, rien n'indique que les procureurs envisagent la peine de mort. Je vous informe qu'en dehors du tribunal aujourd'hui, le procureur du district de Los Angeles, Nathan Hochman, a rappelé que cette affaire reste passible de la peine de mort et que le processus pour décider de cette sanction débute. Nous examinerons toutes les circonstances aggravantes et atténuantes et nous avons invité les avocats de la défense à nous présenter, à la fois par écrit et oralement lors d'une réunion, tous les arguments qu'ils souhaitent faire valoir pour que nous décidions d'aller de l'avant ou non avec la peine de mort. C'est donc un processus en cours. À ce moment-là, lorsque nous aurons toutes ces informations, elles feront également l'objet non seulement d'une analyse rigoureuse, mais beaucoup des personnes les plus expérimentées du bureau du procureur, ayant une expérience de la peine de mort, m'aideront à évaluer ces informations. Mais ce que nous savons maintenant depuis la mise en accusation de lundi, c'est que l'avocate de la défense de Reiner, la avocate commise d'office Kimberly Green, a plaidé non coupable au nom de Reiner. Lui était assis derrière elle, séparé par une vitre. Il faut aussi noter que cette mise en accusation a été retardée. Je veux dire, l'une des raisons est que l'ancien avocat de la défense de Reiner, l'avocat pénaliste très en vue Alan Jackson, s'est retiré de l'affaire en janvier dernier. Il a évoqué des circonstances indépendantes de sa volonté et de celles de ses clients. Un avocat commis d'office a désormais été nommé. J'ai interviewé Alan Jackson dans mon émission Jesse Weber Live sur News Nation. Il m'a semblé, d'après ses réponses, qu'il suggérait que la maladie mentale pourrait être la voie qu'il envisageait en tant qu'avocat de la défense, donc possiblement la folie. Il pourrait y avoir autre chose aussi. Même si je ne pouvais pas le confirmer avec certitude, il ne l'a pas dit. Il ne devrait pas le dire. Mais d'après ses réponses, c'est ce que cela semble indiquer. Une défense basée sur la santé mentale et la question de la responsabilité pénale. Il est à noter que Reiner ne portait pas de tenue de prévention du suicide lundi, contrairement à sa première comparution en décembre. Et même si cela ne donne pas une image complète de son état mental actuel, cela peut peut-être indiquer quels problèmes de sécurité sont présents. Cela suggère que le personnel ne le considère plus dangereux pour lui-même actuellement. Mais je précise, vous venez de voir un extrait de la mise en accusation de lundi. Mais pour l'instant, je veux diffuser l'intégralité de l'audience au tribunal afin que vous puissiez avoir une vision complète de ce qui s'est passé, y compris le moment où Reiner s'adresse lui-même au juge. Écoutez bien. Comment voulez-vous procéder maintenant? Maître, Le parent, et je le précise pour le dossier, le tribunal a discuté la demande de couverture médiatique en dehors du dossier. Le tribunal ordonne simplement qu'il n'y ait pas de diffusion en direct, pas de transmission en direct et pas d'enregistrement vidéo de quiconque dans la salle.
Nous souhaiterions procéder à la mise en accusation à ce moment. Merci. Au nom de Monsieur Rainer, renoncez-vous à la lecture de la plainte, à l'information sur les droits, y compris ceux des forces armées et anciens combattants, et plaidez-vous non coupable en niant toutes les allégations, circonstances aggravantes et antécédents. Oui, monsieur. Un plaidoyer de non-culpabilité est enregistré au nom de Monsieur Rainer. L'avocat demande Le 29 avril comme votre... le 29 avril 2026 comme point de départ des 30 jours calendaires. Oui. Et monsieur, puis-je obtenir une renonciation de votre client? Oui, monsieur. Monsieur Rainer, vous avez droit à une audience préliminaire rapide. C'est une audience préliminaire dans les 10 jours ouvrables et dans les 60 jours suivant votre mise en accusation qui a lieu aujourd'hui. Comprenez-vous ce que signifie renoncer à ses droits? Ainsi, votre affaire pourra être reportée au 29 avril 2026 comme point de départ des 30 jours calendaires, avec la compréhension que votre audience préliminaire pourra avoir lieu dans les 30 jours calendaires suivant le 29 avril. Oui. Et l'avocat se joint-il à cette renonciation? Oui, je m'y associe. Le tribunal constate que M. Rainer a sciemment renoncé à son droit à une audience préliminaire rapide sous 10 jours ouvrables ou 60 jours calendaires et que son avocat y consent aussi. Le prévenu accepte que la prochaine date d'audience, le 29 avril 2026, soit considérée comme le point de départ d'un délai de 30 jours calendaires. L'affaire est attribuée pour l'ensemble de la procédure par le juge superviseur du calendrier principal pénal. L'affaire est attribuée à toutes fins utiles au juge Sam Boda dans le salle 108. Original de l'avocat. Oui. Pas de caution. Y a-t-il autre chose concernant cette affaire? Oui. Pour le procès verbal, votre honneur, la défense a reçu la plupart des éléments de l'enquête du ministère public. Nous attendons toujours la confirmation du bureau du médecin légiste que le rapport d'autopsie est terminé. Dès que nous l'aurons, nous le transmettrons à la défense, ainsi que tout autre élément de preuve. Merci. Rien d'autre, votre honneur. J'ai abordé avec le tribunal la question des assignations en suspens. Nous demandons qu'il soit retiré à ce stade. Et ces assignations, comme l'a mentionné la défense, sont retirées par ordonnance du tribunal. Merci. Quelque chose à ajouter, Berger? Merci. Merci. Voici les points clés de cette audience. La prochaine comparution de Rainer aura lieu le 29 avril, où un juge fixera la date de l'audience préliminaire. À l'audience préliminaire, le tribunal décidera s'il y a assez de preuves pour un procès. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les procureurs présentent toutes les preuves, ou du moins une grande partie des preuves qu'ils ont jusqu'à présent dans cette affaire, ou, d'un point de vue juridique, suffisamment pour établir qu'il existe des motifs raisonnables de poursuivre vers un procès. Ce que nous ne savons pas, c'est si cette audience inclura également des caméras, donc nous allons surveiller cela de près aussi. Les procureurs ont indiqué avoir transmis la plupart des éléments de l'enquête à la défense, mais attendent toujours un contact du bureau du médecin légiste de Los Angeles pour finaliser les rapports d'autopsie. D'après les premiers rapports d'autopsie publiés, on apprend que la nature du décès de Rob et Michelle Rainer était un homicide. La cause du décès était de multiples blessures par arme blanche. J'attends de voir si le rapport d'autopsie complet apportera des éléments favorables à l'accusation ou à la défense. Mais je vais aussi vous dire ceci. La défense a indiqué qu'elle avait retiré des assignations à comparaître, bien qu'on ne sache pas exactement qui était concerné. On peut donc se demander si quelque chose a changé. Peut-être qu'ils n'ont plus besoin de ces témoins. Peut-être que les procureurs ont fourni quelque chose. Peut-être qu'ils n'adoptent plus une certaine stratégie. Ce n'est pas tout à fait clair. Mais parlons-en un peu plus maintenant. Très bien, laissez-moi inviter un invité spécial, un ami de Sid Barr. Je ne l'ai pas vu depuis un certain temps. Je suis actuellement rejoint par un avocat plaidant renommé. Bien sûr, il a représenté Johnny Depp lors de son procès, très médiatisé. Ben Chou, ravi de vous voir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Y a-t-il eu une surprise aujourd'hui? Ce n'est pas étonnant que Nick Rainer ait plaidé non coupable, non? Aucune surprise aujourd'hui. Je crois qu'il n'a dit qu'un seul mot, oui, plaidant non coupable. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de surprises lors de la prochaine audience non plus, à l'audience préliminaire. Eh bien, ils ont fixé une date, je crois, pour l'audience préliminaire. Prenons les choses étape par étape. Pourquoi renoncerait-il à une audience préliminaire rapide? Pourquoi faire cela? Ma théorie à ce sujet, c'est que je pense qu'il se prépare, bien sûr, à faire l'analyse psychologique qui sera nécessaire pour plaider la folie. Et donc cela prend un certain temps. Je pense que cela prend effectivement du temps. Je veux dire, il y a un problème ici, comme tu le sais, Jesse, concernant les ressources à la lumière de la loi californienne, le Slayer Act, qui le prive essentiellement des biens qu'il aurait autrement hérités de ses parents. Puisque l'allégation ici est qu'il a assassiné ses parents, il n'y a pas accès. C'est pourquoi, bien sûr, il n'a plus Alan Jackson. Oui, j'en parlais justement avant
à propos de pourquoi Alan Jackson a dû se retirer, en raison d'un conflit indépendant de sa volonté et de celle de son client. Beaucoup se demandent si c'est une question de ressources ou d'argent. Ce n'est pas parce qu'il a un avocat commis d'office, nous avons déjà fait un épisode là-dessus. C'est une avocate chevronnée. Vous savez, les avocats commis d'office ont parfois mauvaise réputation. Mais je voulais vous demander, on reviendra à l'audience préliminaire, de quoi il avait l'air. Maintenant, si vous me demandez, à mon avis, il n'avait pas bonne mine. Ce n'est pas seulement qu'il n'avait pas bonne mine. Si vous évoquez une maladie mentale et cherchez à comprendre pourquoi quelqu'un aurait tué ses parents de cette façon, en quoi son apparence au tribunal aujourd'hui influence-t-elle la suite de l'affaire? Oh, je pense que ça a un grand impact. Je pense que, comme vous le savez, grâce à votre propre expérience des procès, le jury va l'observer attentivement la plupart du temps et il va se faire sa propre opinion sur son apparence. Et je pense, vous savez, on dit toujours à nos clients que chaque fois que vous êtes dans la salle d'audience, tous les regards seront braqués sur vous. Et je pense que, malheureusement, il a l'apparence de quelqu'un qui est gravement perturbé. Pensez-vous que ce dossier sera difficile à défendre, tant sur le plan juridique que pour obtenir un jury juste et impartial? Je pense que de manière générale, les tribunaux estiment qu'ils peuvent obtenir un jury juste et impartial. Je crois beaucoup, comme vous, au système du jury et je pense qu'ils peuvent l'être. Évidemment, les Reiners sont extrêmement connus et appréciés à Los Angeles et probablement dans toute la Californie et dans le pays. Mais je crois que les gens comprennent la question de la maladie mentale et je pense qu'ils peuvent l'évaluer de façon équitable. À quel point pensez-vous qu'Hollywood va jouer un rôle dans cette affaire? On a beaucoup parlé de la fête la veille du meurtre des Rainer et on évoque toujours l'aspect célébrité de cette histoire. À quel point cela va-t-il en faire partie? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que, de façon subliminale, cela en fera partie. Et aussi, je pense qu'il sera intéressant de voir quelle décision le procureur prendra concernant la peine de mort. Comme vous le savez, cela fait 2 décennies que la Californie n'a exécuté personne. Je pense que la dernière fois, c'était en janvier 2006. Et nous croyons tous que personne ne devrait être au-dessus ou en dessous de la loi. Et je pense que cela soulèverait beaucoup de questions si, après tout ce temps, la Californie requérait la peine de mort ici. Cela soulèverait la question suivante. Faites-vous cela parce que les victimes se trouvent être des célébrités adorées? Eh bien, c'est un bon point. Que crois-tu qu'ils vont faire? Que vont faire les procureurs? Ils ont évoqué le lancement de la procédure et rappelé que l'affaire peut entraîner la peine de mort. Penses-tu qu'ils vont poursuivre dans cette voie? Ils ont déjà essayé de mettre en avant des circonstances particulières, comme des meurtres multiples et l'utilisation d'un couteau. C'est vraiment horrible. Tu penses qu'ils vont poursuivre avec la peine de mort? Tu sais, je pense qu'ils ne le feront pas. Et je pense que c'est peut-être parce que cela soulèverait vraiment la question. Je pense qu'il pourrait vraiment y avoir un retour de bâton. Et il y a aussi un gouverneur qui se présente sûrement à la présidence. Je pense que tout cela, malheureusement, jouera un rôle où les gens croiront que cela a joué un rôle, que ce soit vrai ou non. Mais au final, mon avis, et ce n'est qu'une supposition, c'est qu'ils ne vont pas opter pour la peine de mort. Je souhaite revenir sur l'audience préliminaire pour laquelle il a renoncé au délai. Beaucoup d'éléments sur les preuves contre lui restent inconnus, comme les images de vidéosurveillance. Il parle de son enregistrement dans cet hôtel de Santa Monica, de ce qui aurait été trouvé là-bas. Combien de preuves les procureurs vont-ils présenter lors de l'audience préliminaire? Ils n'ont pas à tout montrer, juste assez pour un motif raisonnable. Selon vous, combien en révéleront-ils? Je pense qu'ils vont garder certaines choses pour eux, Jesse, parce que comme tu le sais, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de présenter suffisamment de preuves pour justifier un procès. Et je pense qu'ils ont déjà ça. Donc, je pense qu'ils vont peut-être ne pas dévoiler leur jeu ici, surtout si je me trompe et qu'ils demandent la peine de mort. Ils pourraient garder certaines choses pour plus tard. As-tu une idée de la direction que prend la défense aujourd'hui ou pas vraiment? Je veux dire, qu'est-ce qu'on a appris, non? Ils ont dit qu'apparemment, ils retiraient certaines citations à comparaître. Ils n'ont pas plaidé non coupable pour cause de folie. Beaucoup soupçonnent en cela. Il y a 2 façons de voir la folie non coupable pour cause de folie. Supposons que vous ignoriez que vos actes étaient répréhensibles, légalement ou moralement, ou que vous invoquiez une défense liée à la santé mentale. Si on parle de meurtre au premier degré, une sorte de maladie mentale a exclu un élément, a exclu l'élément de préméditation. Tu penses que c'est vers ça qu'ils pourraient s'orienter? Oui, je le pense, et je crois qu'ils attendent que cela soit terminé, et cela pourrait aussi, tu sais, influencer la décision de demander ou non la peine de mort.
Cela pourrait être une excuse ou une raison pour le procureur de dire « Écoutez, nous ne demandons pas la peine de mort ici parce qu'il y a cet élément de trouble mental, ce qui, à mon avis, est clairement le cas. » Et je pense que le point que tu as soulevé plus tôt au sujet de l'avocate commise d'office est très pertinent. Elle est excellente. Et le fait qu'il n'ait pas Alan Jackson ne veut pas dire qu'il n'a pas une excellente défense. Et je pense qu'elle a été intelligente de ne pas tout révéler aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on ait beaucoup appris d'elle aujourd'hui. Pensez-vous que ce pourrait être une défense efficace? Et je sais que vous ne connaissez pas toutes les preuves dans cette affaire, ni tous les facteurs, mais on parle de quelqu'un qui, selon les rapports, était schizophrène, souffrait de toxicomanie et avait apparemment des problèmes de santé mentale. Il y a également eu ce rapport selon lequel ces médicaments avaient été ajustés ou changés avant les meurtres. Et je ne connais pas les circonstances exactes de cela, mais je me demande si c'est quelque chose qui va être examiné et qui pourrait peut-être être exploré avec succès par un avocat de la défense. Jesse, je pense que ce sera le cas en ce qui concerne les circonstances atténuantes. Je veux dire, par exemple, s'il demande la peine de mort, je pourrais voir cela comme une raison pour le jury de réduire la sentence et de ne pas imposer la sanction ultime. Donc je ne pense pas que ça va le tirer d'affaire. Je pense que beaucoup de jurés ne croient pas vraiment que la psychologie soit une science aussi exacte que les autres sciences. Je ne sais pas si c'est juste, mais je ne pense pas qu'il s'en sortira. Je crois qu'il passera le reste de sa vie en prison. C'est beaucoup de pression de plaider une affaire comme celle-ci, que ce soit pour les procureurs ou les avocats de la défense. On ressent beaucoup de pression. On a l'impression que tout le monde nous regarde. Oh oui, je pense qu'ils sont tous les deux sous une pression énorme, probablement encore plus le procureur, parce que le public a déjà condamné Reiner pour la mort de ses parents. Donc je pense que le public s'attend à un verdict de culpabilité. Donc d'une certaine manière, l'avocate de Reiner n'a vraiment rien à perdre parce qu'elle est censée perdre ce procès. Eh bien, je ne sais pas, nous en sommes encore au premier stade. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer avec ça. Vous savez, je voulais vous demander ça étant donné qu'il y avait beaucoup de pression lors du procès Johnny Depp-Amber Heard. Laissez-moi vous dire. Donc c'est bien d'entendre votre point de vue à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est toujours un plaisir. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité quand vous voulez. C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC où nos épisodes sont disponibles. Suivez-moi sur X, Instagram et mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À bientôt à tous.